Bonjour, je m'appelle Régis de Furneaux, je suis un photographe documentaire et je suis ambassadeur Sony. J'ai un parcours un peu atypique dans le monde de la photographie puisque j'ai été professeur pendant pas mal d'années. Je suis historien et philosophe de formation, j'ai fait aussi pas mal d'anthropologie, j'ai fait des travaux de terrain. Et puis, à la suite du tremblement de terre au Népal, un ami m'a contacté me demandant de venir travailler comme photographe et ma carrière a démarré à ce moment-là. J'ai travaillé pendant presque 2 ans au Népal, j'ai travaillé pendant presque 2 ans après en Irak pendant la guerre, j'ai travaillé aussi pendant 4 années en Mongolie, et puis j'ai travaillé aussi dernièrement dans les Balkans sur les problématiques migratoires. J'ai apporté avec moi 5 photographies qui ont été réalisées lors de mes derniers travaux documentaires dans les Balkans, et je voudrais bien vous les présenter l'une après l'autre, vous expliquer leurs conditions de prise de vue, et vous expliquer aussi pourquoi je travaille avec des petites caméras, des caméras Sony, le Sony Alpha 7C, équipées de toutes petites optiques, ce qu'on appelle les baby lens, mais qui sont dans la série G-Lens. Et je vais vous en parler avec chaque photo. Pour cette première photographie, je vous emmène en Grèce, à Thessaloniki, qui est une voie d'accès un peu classique. On l'appelle d'ailleurs la porte migratoire, une des portes migratoires de l'Europe. Et je suis dans un ancien dépôt de train qui est utilisé par toute une série de migrants pour essayer de rejoindre la Macédoine et puis les Balkans et puis l'Europe. Vous voyez aussi sur cette image que nous ne sommes pas dans un endroit où je suis supposé être. Et donc il a fallu, avec l'aide de différentes ONG qui travaillent sur les terrains, avec l'aide de mon fixeur, il a fallu franchir différentes barrières et essayer d'aller voir où les migrants passent la nuit avant d'essayer de sauter dans des trains. Ce n'est pas un film hollywoodien malheureusement, mais il faut savoir que beaucoup de migrants vont sauter d'un train à un autre pour essayer de franchir les frontières, ce qui évidemment est extrêmement dangereux. Dans cette photographie aussi, je n'ai pas pris le parti de vous montrer ce côté un peu Hollywood, ce côté action, mais plutôt de vous montrer aussi des choses plus douces, plus tendres, et d'essayer de faire ressortir aussi l'humanité de cette situation, puisque vous voyez simplement le lit sur lequel ils vont passer la nuit, et avant de sauter dans les trains. Vous voyez que ce matelas est pris en contre-plongée, vous voyez aussi qu'on voit bien le dépôt des trains derrière. Et c'est l'avantage évidemment de travailler avec des appareils tout petits et tout compacts, c'est qu'on est extrêmement mobile, donc on peut grimper. Ici, vous vous doutez que je suis aussi grimpé sur une structure et sur un des wagons qui se trouve derrière cet endroit où les migrants dorment. Et l'avantage aussi, c'est qu'on peut avoir des positions très surplombantes et créer des images qui donnent un grand effet de bombée, ou un effet en tout cas d'aplatissement, et une grande perspective qui va venir apporter aussi quelque part une forme de douceur et qui va mettre aussi beaucoup de perspective au sens là plus métaphorique dans l'histoire que j'essaie de vous raconter. Et plutôt que d'essayer de prendre une photographie de ces moments qui sont des moments d'action, qui sont très délicats et très dangereux, je vais prendre ici et faire le choix de plutôt photographier l'endroit dans lequel ils viennent attendre que les trains s'assemblent, se mettent en place, qui est donc l'endroit de ce dépôt. Et vous voyez donc ce matelas qui est vide, qui est photographié en surplomb et qui me permet aussi de donner une très grande perspective à l'image, de bien montrer les trains, de bien montrer la thématique et par le matelas en fait aussi de suggérer à la fois l'absence puisqu'on ne voit personne, mais aussi ce côté très doux, très intime, très intimiste de ces migrants qu'on imagine blottis les uns contre les autres en attendant de pouvoir sauter dans un train. Le fait de pouvoir travailler avec des appareils compacts fait que je peux aussi accéder à ces endroits qui sont évidemment interdits. Il y a beaucoup d'endroits dans lesquels nous essayons de travailler tout de même
parce que ce sont des endroits importants et qui montrent aussi ce que vivent les migrants. Et vous voyez aussi que je suis physiquement bien au-dessus du matelas, ce qui est évidemment très facile quand vous avez un boîtier très compact, très petit. Vous pouvez littéralement le porter au-dessus de votre tête et aller chercher des angles qui sont assez inattendus et qui sont évidemment ici très intéressants pour mon propos. Pour cette deuxième image, je suis dans un cas très différent de la première, dans une situation très intime où j'ai rencontré plusieurs couples de migrants qui sont arrivés par la Grèce, qui ont eu un premier enfant en Grèce et qui se retrouvent ici coincés à Thessalonique dans l'impossibilité de poursuivre leur parcours migratoire. Comme vous pouvez le voir, le cadre est très serré, l'image est très compacte et c'est une photo que j'ai faite littéralement en préparant à manger avec ce jeune couple. Quand vous avez un appareil si compact, vous pouvez le garder sur vous, il fait littéralement partie de votre corps et ça permet d'avoir des cadrages aussi qui sont quasi le cadrage que mon buste, ou en tout cas ce que verrait mon buste dans la même situation. Ça vous donne aussi une photo extrêmement personnelle, très intime, où on peut vraiment sentir la personnalité des gens. On peut voir cet avant-plan avec cette jeune femme et puis l'arrière-plan avec son compagnon et on a une sensation de proximité. Je pense que dans un travail documentaire, c'est aussi très important de donner de la proximité, de donner un aspect d'humain. Ce qui m'intéresse aussi pour ce type de photo, comme j'ai un appareil qui est vraiment tout petit, je peux aussi m'approcher très fort des gens. Et le fait d'avoir une optique petite, un appareil petit, me donne aussi une distance de cadrage qui est plus faible, alors qu'avec un énorme appareil type réflexe, avec des très grandes optiques type zoom, je ne pourrais certainement pas avoir ce type de photo. Vous voyez que la distance par rapport à son regard, c'est à peine 20 à 30 cm, ce qui est rendu possible aussi par des distances de mise au point qui sont très courtes sur ce type d'optique. Donc c'est vraiment des avantages fondamentaux et qui nous permettent, en plus de la proximité dont je parlais, d'avoir aussi quasi notre regard dans son regard à elle, où on peut sentir aussi toutes ses inquiétudes et tout son questionnement par rapport au futur de son couple et par rapport au futur de sa toute jeune fille qui est née en Grèce. Cette troisième image nous emmène dans un camp de réfugiés qui se trouve aussi dans la région de Thessalonique en Grèce. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec toute une série d'enfants. Et nous sommes en fait dans un des containers qui sert aussi d'école, de salle de classe. Et travailler avec les enfants, c'est une particularité dans notre métier, mais c'est aussi une zone très sensible puisqu'on doit souvent protéger leur identité. On ne peut pas les montrer directement. Et on doit essayer aussi de faire tout pour que lors de la prise de vue, on ne les mette pas en danger et on ne leur fasse aucun mal psychologiquement. Vous imaginez évidemment que ces parcours migratoires ont un coût énorme sur la santé mentale de ces jeunes enfants. Ici, cette petite fille a accepté en fait de prendre la pause pour moi derrière ce rideau pour justement garantir son anonymat. Et le fait aussi que je puisse travailler avec des appareils tout petits, ça l'a fait beaucoup rire en fait. Et pour vous révéler un peu le making-of de cette image, avant de prendre la pause et avant d'essayer de fabriquer cette image littéralement avec elle et avec sa maman, elle a pris en main mes deux boîtiers et elle a pris en main les optiques et elle a dit à sa maman « Tiens, c'est marrant, on dirait des jouets ». Et effectivement, cet aspect de jouet de cet Alpha 7C avec ses optiques est un avantage énorme, en particulier quand on travaille avec les enfants et en particulier quand on travaille dans des camps de réfugiés. Cette photo a été prise dans le camp de Diavata en Grèce, qui est un camp qui accueille les candidats à l'asile et qui ont donc rendu une demande. Et dans ce camp, vous avez évidemment énormément de familles qui attendent depuis très longtemps d'avoir une réponse positive ou négative. La particularité aussi de ce camp, c'est qu'au départ, il était constitué simplement de tentes, et puis peu à peu, la Grèce, avec des fonds de l'Union européenne, a rendu ce camp beaucoup plus vivable. Et nous sommes ici dans une des salles d'école, puisqu'il y a énormément de jeunes enfants qui doivent être scolarisés. Et dans cette salle d'école, vous avez des professeurs grecs
qui viennent enseigner la langue, qui viennent donner des cours d'anglais, qui viennent donner aussi tous les cours classiques qu'on suit en primaire. Vous remarquez aussi dans cette troisième photographie que je joue évidemment avec différents plans. Et souvent on me dit mais comment est-ce possible d'avoir un tel jeu de lumière et un tel jeu de plans avec des optiques aussi petites. Et c'est vrai que cette optique, elle est compacte, elle est miniature, on a l'impression d'avoir une baby lens comme on dit en anglais. Mais vous voyez aussi sur cette photographie la qualité de la lumière et la qualité, la manière dont les plans vont s'enchaîner. Donc la manière dont on passe de cet avant-plan qui est une sorte de rideau au plan principal avec cette jeune fille et puis à l'arrière-plan, vous voyez que c'est très doux et ça vient évidemment renforcer le but et l'intention de cette photographie qui est d'apporter de nouveau énormément de douceur, énormément d'humanité et maintenir aussi une forme de dignité par rapport à cette jeune fille. Pour réaliser cette photographie, vous voyez que c'est un travail de portrait assez classique et ça va vous surprendre, mais je n'ai fait cette photographie qu'après une très longue discussion avec cette jeune femme. Elle vient d'Afghanistan, elle fait partie de la minorité des Hazaras. C'est une minorité qui est persécutée depuis toujours en Afghanistan. Et donc elle a traversé à peu près toute l'Asie centrale. Elle est arrivée dans ce camp à Diavata en Grèce avec sa maman. Et quand je la rencontre, évidemment, il n'est pas question de directement faire sa photographie. Et une grande partie de mon temps de travail, en fait, n'est pas de la photographie, c'est plutôt de l'entre-gens, c'est de la discussion, c'est récolter les histoires. C'est pour ça que vous me verrez toujours avec des calepins, des carnets de notes, dans lesquels je vais noter leur histoire, noter leurs rêves, leurs espoirs, pourquoi elles sont là, ce qui leur est arrivé. Et c'est seulement après ce long travail de discussion et d'échange que je vais sortir un appareil photo et que je vais faire un travail de portrait plus classique. Pour ce travail de portrait aussi classique, il y a un aspect qui est très important pour moi à montrer, c'est que lorsque vous travaillez avec des appareils compacts comme ceux-ci, et surtout que le viseur se trouve en haut à gauche de votre boîtier, quand je fais un travail de portrait, je peux garder le contact avec les personnes. Et donc je ne suis pas ici en train de me cacher derrière quelque chose, mais au moment où je fais ce travail de portrait, je continue à discuter avec elle, je continue à la regarder, et c'est ça qui donne, dans l'image que vous voyez à l'écran, c'est ça qui donne l'intensité dans son regard à elle, parce qu'en fait je continue à échanger avec elle, et ça je trouve c'est un aspect capital dans mon travail documentaire, et c'est quelque chose qui n'est possible qu'avec ce type d'appareil. Quand elle arrive dans ce camp en Grèce, évidemment, ce n'est pas le début de son parcours. Il faut bien comprendre les parcours migratoires de ces jeunes femmes. D'abord extrêmement dangereux, beaucoup de violence sur le parcours. Elle a dû traverser évidemment une grande partie de l'Afghanistan, passer différentes frontières. L'Iran a été très compliqué pour elle et sa maman. Elles ont travaillé en Iran. Le passage en Turquie a été aussi très compliqué. Il y a aussi évidemment beaucoup de trafic d'êtres humains entre chaque frontière avec des sommes d'argent qu'il faut donner. Elles ont dû aussi toutes les deux travailler en Turquie, notamment dans le secteur du textile. Et puis elles sont arrivées en Grèce, où là elles ont été accueillies dans un premier camp avant d'être refoulées vers ce qu'on appelle la terre et d'être accueillies dans la région de Thessalonique. Cette jeune femme que vous voyez sur cette photographie est une ancienne professeure. Elle a étudié donc pour devenir professeure d'école. Et quand elle quitte l'Afghanistan, évidemment, elle quitte aussi tous ses rêves de voir toute une génération pouvoir avoir accès à l'enseignement, ce qui n'est malheureusement plus le cas en Afghanistan et en particulier pour les jeunes femmes. Évidemment, aussi en tant que jeune femme, elle a dû quitter son pays, puisque la condition de la femme n'a fait que de s'effondrer d'année en année en Afghanistan. Encore pire, évidemment, depuis la reprise du pouvoir par les talibans. Et quand elle arrive en Europe, évidemment, elle espère énormément par rapport à son futur, par rapport à son avenir. Et elle porte en elle aussi beaucoup d'attentes sur la condition féminine, notamment par rapport à cette minorité que sont les Hazaras dont elle fait partie.
Cette 5e photographie a été prise également dans le camp de Diavata, en Grèce. Et c'est une photo qui a aussi une histoire, puisque le personnage que vous voyez assis en train de regarder ce mur et vers l'Europe est en fait la personne qui a travaillé pour moi en tant que traductrice. C'est une jeune adolescente qui vient d'Afghanistan, qui parle parfaitement anglais et qui assez rapidement s'est intéressée à mon travail, pourquoi j'étais dans le camp, pourquoi j'interrogeais des gens de sa famille, pourquoi je photographiais ses amis. Et elle s'est proposée spontanément de traduire pour moi. Et elle m'a accompagné dans l'ensemble du camp, jusqu'à cette partie du camp qui est beaucoup plus sombre, plus militaire, et qui a été nouvellement construite, et qui évidemment a une symbolique très forte. Au moment où nous nous baladons dans ce camp avec elle, et qu'elle me raconte son histoire également, à un moment donné, bien évidemment, il y a cette lumière magnifique de fin de journée qui vient s'abattre sur le dos du camp. Et elle va me dire, bah, tiens, tu sais, souvent le soir, je viens ici avec mes amis et on discute de l'Europe, des métiers qu'on voudrait faire plus tard, de la vie qu'on voudrait avoir, et donc on rêve. Et évidemment, spontanément, je me dis, mais c'est là que je dois la photographier. Et donc je lui demande de s'asseoir et j'essaye de montrer à la fois beaucoup de douceur de nouveau, beaucoup d'humanité avec cette jeune fille qui est remplie de rêves, qui a une vraie envie aussi d'Europe et de travailler et de participer à cette Europe. Mais elle est face aussi à quelque chose qui vient barrer son regard, qui vient barrer le nôtre aussi de regard, c'est-à-dire un mur de béton avec du barbelé. Et ce mur, en fait, se trouve entre elle et le soleil. Et donc c'est évidemment une photo qui est très forte et que je construis de cette manière-là, mais je la construis aussi en me basant sur son histoire à cette jeune fille et sur sa réalité et sur ce qu'elle fait tous les soirs avec ses amis pour aller regarder le soleil qui se couche. Après cette photographie d'une actualité malheureusement brûlante, avec cette Europe qui devient une Europe forteresse, je voudrais vous parler de cette dernière photographie, qui est là aussi une photographie avec une histoire assez forte, assez chargée, puisqu'il m'a fallu presque 48 heures pour réaliser un seul portrait. Lorsque je me rends dans cet immeuble qui est en fait mis à disposition à toute une série de demandeurs d'asile, je rencontre plusieurs couples, et je rencontre aussi plusieurs jeunes femmes qui toutes ont la particularité d'avoir traversé le réseau de la prostitution dans leur parcours migratoire. Ce sont évidemment des histoires très chargées qu'elles me racontent pendant 2 jours et c'est seulement à la fin de ces 2 journées que j'évoque de manière un peu légère est-ce qu'on pourrait imaginer de faire un portrait. Évidemment, l'enjeu principal quand on photographie ces jeunes femmes, c'est de les protéger avec l'anonymat et donc de construire une image qui en même temps parle d'elles, mais aussi les protège et les conserve à l'abri derrière un voile. Et lorsque je les interroge, évidemment, je suis chez elles, je suis dans les chambres, je suis aussi dans les cuisines, je suis dans les pièces communes. Et puis j'avais remarqué évidemment en entrant dans leur appartement, il y avait cette très belle lumière et cette fenêtre, avec toute la symbolique aussi de la fenêtre ouverte. Et littéralement, cette photo, c'est avec elle que je l'ai fabriquée. C'est-à-dire que 50% de l'idée, de la créativité, c'est elle qui m'a dit « Écoute, j'ai envie qu'on fasse ce portrait, je te fais confiance pour garantir mon anonymat et on va utiliser, si tu veux, cette partie de la chambre avec cette fenêtre. » Et donc moi, je vais évidemment avoir l'idée de la prendre légèrement à contre-jour et d'avoir aussi ce voile, ces rideaux qui viennent masquer et qui viennent aussi dissimuler un peu toute cette souffrance qui m'a été racontée pendant ces 2 journées passées avec toutes ces jeunes femmes. Vous voyez aussi dans la photographie qu'on peut deviner aussi les mains, on peut deviner aussi le visage, mais sans le reconnaître. Et on devine aussi une énorme douceur dans la lumière puisque c'est une lumière de fin de journée. C'est une photo évidemment importante et typiquement documentaire puisque ce n'est pas une photo qui vient révéler
une esthétique, mais une photo dont l'esthétique est construite au départ de l'histoire qui a été racontée. Ce qui est évidemment l'inverse de ce qu'on pourrait avoir tendance à faire en tant que photographe, mais que nous, en tant que photographe documentaire, et en particulier quand on travaille avec les ONG, on va vraiment démarrer sur base des histoires des gens que nous rencontrons, et la photo doit traduire en fait cette histoire, ou traduire la situation dans laquelle les personnes se trouvent. Et donc c'est vraiment un aspect fondamental aussi de mon travail, et de nouveau aussi l'importance d'avoir des appareils, des caméras et des optiques qui sont petites, parce que inévitablement, quand vous travaillez avec des appareils qui sont gros, qui sont massifs, vous avez une forme d'agressivité, une forme de violence. Ici, l'aspect très discret du boîtier 7C, ainsi que les optiques qui vont avec, est vraiment un avantage énorme pour ce type de travail documentaire. Pour terminer, je voudrais bien vous parler de 3 éléments très importants dans mon travail de photographe documentaire. Le premier, c'est le voyage. Évidemment, le voyage fait partie de nos travaux, puisque nous devons nous déplacer régulièrement, et nous sommes parfois dans des bus, dans des trains, dans des véhicules. Parfois je suis à cheval, parfois je suis sur un chameau. Bref, vous imaginez aussi l'intérêt d'avoir un appareil très compact, très petit, pour tous ces déplacements. C'est aussi une question de légèreté, de compacité, de peu d'encombrement, et aussi de ne pas arriver avec des énormes sacs à dos ou des énormes valises qui vont prendre de la place et vont aussi quelque part influencer ou transformer le rapport à l'autre. Le premier élément donc très important, le voyage. Deuxième élément très important de mon travail, c'est précisément le rapport à l'autre. Parce que je peux avoir un appareil tout petit qui va être discret, qui va aussi avoir cette possibilité de garder mon visage ouvert. Je vous en ai parlé lors d'un des portraits que j'ai réalisé, mais cette position-ci est vraiment très importante pour moi parce qu'elle permet de garder le contact avec les yeux et elle permet aussi de laisser l'autre me regarder et donc me voir aussi et échanger des émotions au travers du regard et au travers de la parole comme je le fais maintenant avec vous. C'est une position qui est très importante et qui n'est rendue possible que parce que vous avez ce petit viseur qui est déporté en haut à gauche. La compacité aussi des optiques n'est pas agressive, vous n'avez pas quelque chose d'énorme qui est protubérant, qui est tourné de manière un peu pointue vers l'autre. Vous avez des optiques qui sont très modestes, très compactes, et ça pour moi c'est capital, parce qu'à aucun moment le matériel ne va venir altérer, modifier, influencer le rapport que j'ai avec l'autre, et donc la relation que je peux entretenir avec lui, qui est la base en fait de mon travail en tant que photographe documentaire. Dernier élément aussi important, c'est la prise de vue. Vu la légèreté, vu qu'on peut énormément travailler avec le poignet et énormément travailler aussi avec ces petits écrans qui sont des écrans déportés, on peut aller chercher des prises de vue, on peut aller chercher des angles qui sont inattendus, comme vous avez pu le voir dans une des photos que je vous ai présentées avec ce matelas qui était pris en surplomb. Comme vous l'avez vu aussi dans cette photo avec cette jeune femme qui est en train de préparer la cuisine où je suis très proche d'elle, tout ça est rendu possible dans la prise de vue par le format, par la petitesse de cet appareil Alpha 7C. Merci beaucoup d'être venus regarder leurs histoires, d'avoir été sensible à leur parcours. Merci aussi beaucoup d'avoir été attentif aux quelques éléments que j'ai essayé de vous apporter et à la manière dont j'essaie de vous parler de mon travail en tant que photographe documentaire. Et je vous dis à bientôt pour
pour mes prochains projets photographiques avec Sony.